Bienvenue au CAUE de l'Oise pour la poursuite de notre cycle de conférences. Alors aujourd'hui, on a deux cycles qui se croisent. C'est effectivement le cycle de l'École d'art du Beauvaisis sur le thème du métissage et de l'hybridation. Et par ailleurs, nous poursuivons notre cycle Le mois de l'architecture et du patrimoine. Et donc, à cette occasion, aujourd'hui, on est dans ce croisement avec une thématique un peu plus marquée dans le domaine de l'architecture. Et donc, nous accueillons aujourd'hui Julia Turpin, qui est alors je ne sais pas quelle est par rapport à une coopérative. On est architecte de la coopérative. Coopératrice, donc du Grand 8, et donc qui va nous expliquer à la fois, je pense, la démarche et nous montrer un certain nombre de réalisations pour comprendre effectivement quelle est la posture par rapport à cette manière de travailler. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Julia Turpin, coopératrice de la SCOP Grand 8 et je vais vous présenter notre travail sur notamment 3 ou 4 projets. On verra un petit peu selon le temps qu'on a. Dans un premier temps, pour vous placer un petit peu la manière dont on souhaite travailler, j'ai mis un beau tableau d'Abel Rodriguez, donc pour illustrer le monde originel dans lequel nous vivons. Donc comment on fait en fait pour essayer de respecter au maximum la nature et les hommes dans notre pratique, parce qu'en tant qu'architecte, en fait, on a une responsabilité. Donc, on est tous et toutes au courant aujourd'hui qu'on est dans une crise climatique et sociale assez importante. Et je remets juste ce petit graphique donc qui est paru dans la revue Nature pour rappeler quelque chose qui moi m'a beaucoup m'a choqué. En fait, on voit du coup la masse donc de la biomasse ici donc qui n'évolue pas, donc qui est toujours la même, qui fait toujours le même poids. Et ensuite le poids donc de ce que les hommes donc ont ajouté sur la planète donc depuis 1900. Donc on voit en fait que depuis 1900 la courbe est exponentielle. Donc ce que rapporte l'homme sur la Terre va de manière très croissante. Et notamment, donc on voit la courbe ici là du béton, des agrégats. En fait, tout ça, c'est béton-ciment. Donc c'est une énorme partie en fait de ce qu'on vient ajouter comme poids. Du coup, nous, en tant qu'architectes, en fait, on a une responsabilité donc par rapport à ça, parce qu'effectivement, la croissance démographique et l'activité humaine fait que donc on arrive à des paysages comme ceux-ci. Et donc nous, à l'agence, on essaye de pas faire perdurer en fait ces systèmes et de trouver d'autres solutions pour s'insérer en fait dans le monde dans lequel nous vivons de manière plus douce et plus en accord aussi avec l'espace qui nous entoure, mais aussi avec les personnes. Parce que aussi la construction de masse comme ça crée aussi quelque chose qui socialement n'est pas très acceptable. Les conditions de travail sont souvent difficiles. En plus d'avoir un rapport avec le vivant qui est contestable. Donc il y a à la fois l'impact sur le vivant et l'impact aussi sur le social. Socialement, qu'est-ce que ça produit et donc nous on essaye de créer en fait d'autres et peut-être de revenir à d'anciens systèmes un peu plus locaux, donc de travailler avec des entreprises locales, des acteurs locaux. Donc c'est pour ça qu'ici il y a la carte en fait de Paris. Donc nous on travaille dans le nord-est parisien et donc les acteurs avec lesquels on travaille sont le plus souvent, parce que c'est vrai là je vais présenter un projet qu'on a fait à Senlis, donc qui est tout près de Beauvais, mais la plupart du temps on travaille quand même à moins d'1 kilomètre autour de l'agence, donc qui est située dans le nord-est parisien. Autant donc les maîtres d'ouvrage donc qui sont nos clients, que les entreprises avec lesquelles
avec lesquels on travaille et aussi pour les matériaux avec lesquels on travaille. On va essayer d'aller les chercher juste autour du projet. Donc voilà le petit zoom en fait sur notre quartier avec notre agence donc qui est située là et tous les projets qu'on a fait autour. Donc là aujourd'hui, je vais vous parler du projet de la ferme du Rail, du projet de la maison des canaux et du projet de Senlis et peut-être d'un autre projet, la bagagerie Troubadour. Donc là, c'est le projet de la ferme du Rail, qui est un projet Réinventer Paris. Donc on a initié en 2014. En fait, c'est la ville de Paris en 2014 qui lance un appel à projet sur 23 sites parisiens. Et nous, on répond donc à cet appel à projet qui est juste à côté de l'agence, donc le long de la petite ceinture. On a rencontré en fait au fur et à mesure des années de pratique dans le 19e arrondissement plusieurs associations, dont une qui s'occupe de la réinsertion des personnes par le logement et par le travail. Donc avant que le projet, l'appel à projet soit lancé par la ville de Paris, on a envie avec cette association de faire des choses ensemble. Et le cadre de l'appel à projet nous permet de mettre en œuvre en fait le programme qu'on a réfléchi ensemble, parce que c'est un appel à projet avec un programme libre. Du coup, ce qui est très créatif en fait pour nous, parce que ça nous permet d'imaginer le programme rêvé, entre guillemets. Donc on imagine ce programme avec l'association. Bon, ça je vous le résume en 2 phrases, mais ça prend des mois, voire des longs mois, presque une année, pour réfléchir à tout ça. Et donc on a un bâtiment ici de logement, donc de logement pour des personnes à la rue, donc grâce à ce dispositif, ça leur permettra de trouver un toit. Donc, il y a 15 chambres dans ce bâtiment-là pour les personnes à la rue, donc au rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage, et 5 chambres pour des étudiants. Donc, c'est un lieu de mixité sociale, autant donc par la diversité des personnes qui vont habiter ce logement, que de diversité aussi d'usage, parce que dans l'autre bâtiment qu'on trouve sur le site, donc celui-ci, c'est une entreprise d'insertion donc qui va permettre à des personnes éloignées de l'emploi de se réinsérer dans le monde du travail par donc des activités telles que le maraîchage, la réalisation donc de compost, d'aller chercher les déchets verts de la ville au plus près, donc des restaurateurs, des écoles, de réaliser ensuite du compost. C'est aussi une entreprise qui fait des travaux de peinture, de déconstruction. Donc voilà, ça permet donc à des personnes éloignées de l'emploi de trouver du travail qui va leur permettre de se qualifier, parce que souvent les personnes en insertion en fait ont des travaux de type balayage, des travaux très simples, donc ça leur permet pas non plus d'avoir des qualifications un petit peu plus valorisantes pour eux et pour leur métier à venir. Donc là, grâce à cette entreprise, ils apprennent en fait des choses qui peuvent valoriser dans d'autres expériences professionnelles qu'ils pourraient avoir ensuite. Donc voilà, donc des locaux pour l'entreprise d'insertion, un restaurant au rez-de-chaussée, niveau petite ceinture, on verra d'autres vues après, et une serre, parce que tout ce projet en fait est réalisé autour d'un grand potager qu'on voit pas ici. Donc le maraîchage, c'est le cœur du projet, autant donc sur le grand potager que sur les terrasses et que dans la serre. Donc là, c'est vraiment une photo qui est prise à la fin du chantier, donc c'est un petit peu tristoun par rapport à la tête que ça a aujourd'hui, c'est un peu plus vert. Donc ici, on est sur le niveau petite ceinture, donc tout à l'heure, la photo, on était en bas, là, on est en haut, et on voit ici le restaurant et la serre et la terrasse dont je vous ai parlé là. Donc là, cette planche pour illustrer en fait tout le processus de collaboratif en fait qu'on a mis en place pour imaginer le programme des bâtiments. On a fait de la concertation avec les habitants, donc on voit ici, ça c'est un jardin partagé qui était déjà géré par l'entreprise d'insertion, donc ça a permis, en fait, on a dans le bâtiment les usages qui ont été mis en place étaient déjà des usages qui existaient dans le quartier, mais à petite échelle. Et juste cet appel à projet nous a permis de donner un petit peu plus d'ampleur à des choses qui existaient déjà. Donc c'est important parce qu'en fait, ça veut dire qu'on est
calqué en fait sur le quartier. C'est pas quelque chose qu'on vient poser sur le quartier parce qu'on se dit tiens, ça va être super dans ce quartier de faire ça. C'est juste de chercher dans ce quartier qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'on pourrait faire émerger et comment le faire émerger avec les acteurs qui sont déjà là. Donc en fait, c'est juste du déjà là auquel on donne un petit peu plus d'ampleur par le projet. Ici, donc, on voit le potager du rez-de-chaussée. Ensuite, pour la construction du bâtiment, on a essayé d'être le plus frugal possible, donc d'utiliser des matériaux donc locaux, le moins possible transformés, donc avec le minimum d'usinage. Du coup, assez vite, c'est imposé le choix donc de l'isolation en bottes de paille. Donc tous les murs sont isolés. Donc la structure est en bois, bien sûr, mais ça, je vais pas trop m'y attarder. Et l'isolation est en bottes de paille. Donc c'est entre les montants de structure, on positionne des bottes de paille qui viennent de 60 km de Paris. Parce qu'il faut savoir qu'en France, dans n'importe quel point qu'on positionne sur la carte, on peut trouver un agriculteur à moins de 60 km de nous qui fait de la paille, qui cultive du blé ou de l'orge ou même du chanvre, ou peu importe, même du riz, ça peut être la lavande, ça peut être beaucoup de choses. Et la paille, donc, peut servir à l'isolation du bâtiment. Donc ici, on voit le camion donc, qui apporte des bottes de paille, l'insertion par les personnes en insertion des bottes de paille dans la structure du bâtiment. Donc là aussi, ça a permis à des personnes d'être formées à la pose d'isolation paille, c'est quelque chose en fait qui est assez gratifiant parce que il faut être formé pour poser des bottes de paille. Pas tout le monde peut le faire, il faut avoir une petite formation. Donc là, on voit déjà la mise en œuvre des bottes de paille sur le chantier et juste ce petit slide pour vous rappeler en fait que évidemment, on n'a pas les grains dans la botte de paille, c'est uniquement les tiges, donc c'est beaucoup d'air. C'est pour ça que c'est bien isolant et c'est compressé, donc ça ne prend pas feu et toutes les règles de sécurité incendie sont bien sûr respectées. Et en plus, la paille, c'est un peu quelque chose qu'on a en trop, parce que les agriculteurs en fait utilisent la paille parfois pour la remettre sur le champ, parfois pour faire du fourrage pour les animaux, mais il y en a toujours un petit peu trop. Donc, c'est aussi utiliser un rebut de l'agriculture et ça permet aussi de recréer des liens directs entre la ville et la campagne et encore une fois, d'éviter les intermédiaires. Donc là, je vais passer vite parce que si vous n'êtes pas architecte, peut-être que ça va être un peu compliqué, quoique l'axonométrie, là, vous permet de voir un petit peu les différentes couches du bâtiment. Si vous avez des questions précises, je pourrais vous y répondre, mais là, je vais passer assez vite là-dessus, ce sont des détails de construction. Voilà, donc là, on a parlé donc de l'isolation de la structure, donc parce qu'elle est en bois. Et du coup, pour la vêture, donc tout ce qui va être la peau du bâtiment qui est juste une vêture, donc qui n'a pas véritablement de propriété, c'est juste pour faire joli, disons. On a utilisé donc du bardage en demi-rondin de châtaignier. Donc pareil, directement du bois, pour le coup, au chantier, en passant par la phase cheval, parce que ça évite d'avoir un gros camion qui ferait des ornières dans la forêt. Donc pourquoi le demi-rondin de châtaignier ? Parce que on coupe en fait le taillis de châtaignier pour entretenir la forêt. Là, du coup, on l'a récolté pour le mettre sur les parois verticales de la ferme, donc pour habiller les murs extérieurs, et juste fendu en deux à la main et donc écorcé aussi à la main, donc avec très peu de transformation et très peu d'usinage. Ça nous permet donc de faire la peau du bâtiment. Donc ici, on voit aussi les personnes là en insertion qui ont posé cette vêture et le mur, donc peau de vache, comme il a été appelé, de la ferme. Donc là, c'est ces slides pour illustrer en fait le travail qui a été fait sur le sol, parce que c'était
au départ un ancien garage, donc avec des sols très pollués, donc des carcasses de voitures, des pollutions aux hydrocarbures. Donc on a extrait en fait toute cette terre polluée, trié la terre polluée de la terre non polluée parce que ça, il y a un aspect visuel, c'est plutôt chouette parce que c'était assez facile de trier la terre polluée de non polluée. En plus, pour des raisons d'accessibilité, c'était aussi intéressant d'avoir un sol au niveau rue. Et ensuite, grâce donc à la récolte des biodéchets de nos villes par aussi les personnes en insertion, donc avec leur petit vélo, en allant vers les restaurants, les écoles, donc rapportent les biodéchets mélangés aux terres non polluées de la ferme. L'entreprise donc Travail et Vie a réussi à recréer donc des sols cultivables pour la ferme du rail. Donc là, on voit des essais qui ont été faits le long de la petite ceinture pendant le chantier. C'est quelque chose qu'on a commencé avant tout. En fait, c'est la première chose qu'on a commencé à faire quand on a commencé le chantier. Donc, c'était la récolte du compost et pour la création des sols de la ferme parce que ça prend un petit peu de temps. Donc là, on voit le compost en maturation. La cuve qui est mise en place aujourd'hui qui fonctionne. Donc ça, c'est une image de chantier. On a fait tout un volet sur le réemploi. Donc c'est quelque chose qu'on a continué ensuite sur nos chantiers et qu'on continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en réalité, on commence, avant même de dire qu'on va aller glaner des matériaux biosourcés, donc comme le chanvre, la paille ou autre dans la nature en fait et les environs. On va plutôt d'abord essayer de récupérer des matériaux qui existent déjà. Qu'est-ce qu'on a sous la main en fait? Qu'est-ce qu'on a sous la main? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour éviter de fabriquer d'autres matériaux spécialement pour le chantier? Parce qu'en réalité, on a déjà énormément de choses et on peut faire avec tout ça. Donc là, c'est des murs en pierre faits à partir de pierres de réemploi, donc de la ville de Paris. Tous les espaces extérieurs ont été faits avec des pierres données par la ville de Paris, donc des pierres de bordure de trottoir, des pavés, enfin tout un tas de choses. Et grâce à ça, on a réussi donc à faire les murs du jardin. Là, c'est donc Marine, une coopératrice Grand 8, en train de glaner le carrelage. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a initié à la ferme. Donc avec des petites fins de carrelage, on réalise des salles de bain. Comme les salles de bain sont des petites salles de bain, là, parce que les logements, c'est d'une pièce. Donc les salles de bain sont petites aussi à l'échelle du logement. Donc on arrive en mixant des petites fins de stock, en fait, à faire des salles de bain et éviter que ce carrelage se retrouve jeté et ne trouve pas d'acquéreur. C'est aussi les meubles des chambres qu'on a réalisés donc à Paris. Là, il y avait la semaine de la mode. Lors du démontage, on a eu un don donc de contreplaqué peint. Donc, on voit ici les planches de contreplaqué en pin. Et grâce à ça, on a fait tous les placards des chambres par des menuisiers aussi en insertion. Il y a des femmes donc qui s'appellent l'atelier rare qui travaillent la fenêtre. Ici là on voit en coupe en fait le dormant de la fenêtre. À Paris et en France en général, il y a beaucoup de rénovations thermiques qui nous obligent en fait à remplacer les fenêtres pour que nos bâtiments soient plus performants thermiquement. Donc on enlève nos fenêtres simple vitrage pour mettre des fenêtres double vitrage. Et ce sont souvent des fenêtres en bois. Et c'est un bois en fait qu'on peut réutiliser pour faire d'autres choses. Donc là, elles font un travail de marqueterie autour de la fenêtre détournée. Et elles ont réalisé donc un tapis en bois de fenêtre détournée. Donc c'est du bois debout fait à partir de fenêtres. Donc là, on voit les filles des résilientes, pardon, en train de travailler aussi avec des personnes en insertion. Là, c'est autour du tissu. C'est juste un prototype qui
qu'on n'a pas posé sur le chantier. Un prototype de store fait à partir de bâches. Non seulement parce que c'était un peu cher et le résultat graphique ne plaisait pas aux restaurateurs. Du coup, ça n'a pas été plus loin que le proto. Là, c'est des bacs qu'on voit réalisés à partir toujours de fenêtres. Là, on voit le gond là, de la fenêtre. Du coup, c'est des bacs plantés qui sont réalisés à partir de fenêtres de réemploi. Une vue générale de la ferme, je vais faire défiler quelques images là qui illustreront un petit peu les propos de la ferme. Ensuite, on passera à un autre projet. Donc ici, on voit les murs réalisés en pierre de réemploi. Ce grand garde-corps aussi, c'est un garde-corps qui existait sur un bâtiment qui a été démoli, qu'on a récupéré. Donc lui, on l'a sauvé de la poubelle. Aujourd'hui, c'est très touffu, très planté. Ça, c'est une photo un petit peu vieille, mais du coup, on voit bien tous les murets. Voilà, bon, la structure bois qu'on a évoquée rapidement. Voilà, ça c'est une photo un petit peu plus récente. On voit que la végétation a pris un peu le dessus. La serre, donc pendant le Covid. La terrasse. Donc c'est tout ce qui est produit sur place en fait et mangé et vendu au restaurant. Voilà, je vais passer sur un autre projet, mais si vous avez déjà des questions précises ou pas d'ailleurs sur ce projet, je peux répondre à des questions si vous souhaitez. Pourquoi ça s'appelle la ferme du rail? Le rail, parce qu'en fait, il y a la petite ceinture qui passe juste à côté. Donc la petite ceinture, c'est l'ancienne voie de chemin de fer qui faisait tout le tour de Paris. Okay. Donc en fait, c'est des rails qui font vraiment à l'intérieur de Paris, donc après le périph', c'est toute une liaison de toutes les gares par la petite ceinture. Donc comme elle est juste à côté du rail et que c'est une ferme maraîchère, on l'a appelée la ferme du rail. Bonjour, ça a pris combien de temps en tout ? En tout, on a répondu donc à l'appel à projet en fin 2014 et ça a pris 5 ans. En tout, compris concours. En fait, ça n'a pas pris plus de temps qu'un projet classique. Et sur l'appel à projet, Réinventer Paris, donc c'était 23 sites sur la ville de Paris. On a été les premiers à livrer, et même les autres ont livré pas mal de temps après. Il y en a beaucoup qui sont pas encore sortis. Donc ça a pris à peu près le temps d'une procédure normale intégrant un concours, quoi, parce que c'était pas un concours, mais à peu près. Du coup, c'est une question un peu moins matérielle, mais pourquoi avoir choisi de faire de votre projet quelque chose qui est à la fois social, écologique, etc., tandis qu'on aurait peut-être pu agir sur les causes plutôt que sur les conséquences de ces soucis, comme pas forcément en politique, mais je pense à des rénovations d'un système entier qui fait qu'il y a des personnes à la rue et que le changement climatique est omniprésent. Moi, j'essaie d'intervenir à l'échelle sur laquelle je peux intervenir, et je me dis, en tant qu'architecte, c'est le moyen que j'ai trouvé pour intervenir. Mais après, vous avez raison, mais j'ai pas, comme ça, je vois pas avec mon métier qu'est-ce que je pourrais faire pour intervenir sur les causes, par exemple de la crise climatique. Enfin, si je peux intervenir, disons, en disant que ce qu'on va faire, on va le faire différemment, et en essayant du coup de faire changer les pratiques de construction. Ensuite, sur les grandes vagues migratoires, je sais pas si je peux avoir un impact grâce à ma pratique. Après, il faudrait que peut-être en changeant de métier, ou en faisant une action militante à côté, enfin ça c'est sûr, mais sur le métier d'architecte, je sais pas. C'est bien quand même, hein. Oui, non, mais je sais, mais vous avez raison, hein, c'est tout à fait juste. Il faut intervenir sur les causes, et c'est ça finalement le plus important. Je suis complètement d'accord avec vous.
Du coup, j'avais une question sur la devanture qui a été faite en demi-rondin de châtaigne, si c'est bien ça. Ouais. Est-ce que ça a un impact avec la déforestation, sur la déforestation ou pas du tout? Justement, non, parce que comme la récolte en fait du taillis de châtaignier, donc donc on coupe en fait du châtaignier. Ça fait partie de l'entretien de la forêt de couper ce petit bois, parce qu'on a vu en fait c'est des petites sections. Tandis que normalement, enfin le bardage, donc ce qu'on voit plutôt les lattes de bois, proviennent en fait de morceaux plus gros où on enlève beaucoup de bois pour arriver finalement à la forme bien rectangle ou bien carré comme on le veut. Donc nous, justement, on a fait ce choix-là pour éviter de taper dans des gros sujets et d'utiliser quelque chose qui va servir aussi à la forêt. C'est pas cueilli juste pour nous faire plaisir. Ça sert aussi à l'entretien, à l'élagage, quoi. C'est pour ça qu'on a eu cette idée. En fait, c'est le châtaignier, c'est le piquet qu'on voit dans les champs. En fait, le piquet qui sert à faire à soutenir le fil de fer, le fil barbelé, c'est du piquet de châtaignier. Donc en fait, c'est vrai que c'est un bois imputrescible qu'on utilise traditionnellement, donc à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé cette essence-là. Oui, l'isolation en paille, ça vieillit très bien. Il y a une maison en fait qui a 100 ans là en France. On s'inspire de techniques traditionnelles, mais l'isolation en paille, c'est pas une technique traditionnelle. C'est quelque chose qui est né dans le Nebraska, donc aux États-Unis dans les années 1930, en fait, au moment de grandes crises, quand on n'avait plus rien pour construire, même pas du bois. En fait, ils ont utilisé aux États-Unis là des grosses bottes de paille, pour le coup, pas des petites bottes comme on a vu là sur le camion, mais des grosses bottes pour faire de la paille porteuse et des maisons. Et oui, c'est quelque chose. D'ailleurs, si on a des souvenirs de nos grands-parents, enfin, ou dans les fermes où on voit en fait toutes ces bottes de paille qui étaient entassées pendant des années. Tant qu'elle n'est pas mouillée, il n'y a pas de souci. En fait, elle pourrit pas, elle vit très bien. Elle est pas mangée en plus par les rongeurs parce qu'il y a rien à manger. En fait, on a enlevé le grain et surtout, en fait, elle est très, elle est compactée. Enfin, elle est dense, une botte de paille. Quand on peut pas mettre son doigt dedans comme ça, si elle est bien ficelée et bien dense, si les liens sont pas coupés. Et après, de toute façon, c'est replaqué. Enfin, ça se voit pas si on ne sait pas qu'il y a de la paille. Il y a de la paille dans le bâtiment. Tout est recouvert de plaques et ça respecte toutes les normes de sécurité incendie. C'est sous avis technique. Enfin, c'est assuré. Enfin, il y a pas. C'est une technique courante. Il y a pas de problème. Il y a des guides de bonne pratique. Donc tout ça, c'est suivi de près. J'aurais en fait trois questions. Je voudrais savoir le maître d'ouvrage qui a été le maître d'ouvrage. Est-ce que c'est un maître d'ouvrage à vocation sociale ou un maître d'ouvrage privé? Oui, tout à fait. C'est un maître d'ouvrage à vocation sociale. Ouais. D'accord. Donc c'était un appel d'offres qui avait été lancé suivant le code de la commande publique, quoi. En fait, la ville de Paris a lancé un appel à projet. Donc c'est particulier. Donc elle a lancé cet appel à projet. Donc ça s'appelle Réinventer Paris. C'était le 1. Après, il y a eu des petits frères et des petites sœurs en disant nous, ville de Paris, nous souhaitons valoriser donc 23 sites, dont le site de la ferme du Rail. Et nous souhaitons que vous montiez des équipes de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et financement avec le projet que vous souhaitez. En fait, donc il n'y avait pas de programme. Nous, on n'a pas été choisis par le maître d'ouvrage via le biais d'un appel d'offres, parce qu'en fait, l'appel à projet demandait d'avoir des équipes déjà formées. Donc on a répondu à l'appel à projet avec la maîtrise d'ouvrage, mais bon, ce qui est extrêmement rare pour nous parce qu'on répond plutôt en commande publique et on a rarement des commandes directes. Alors après, j'ai une deuxième question. Est-ce que vous avez une idée du coût de sortie de cette opération? Parce que vous utilisez énormément de matériaux. Ouais. Vous faites participer des salariés en insertion. Donc, est-ce que vous avez une idée du coût de sortie de l'opération? Oui, tout à fait. Comme on était architecte sur le projet, du coup, on a suivi ça de près. C'est un bâtiment qui a coûté assez cher, qui a coûté 3 500 € du mètre carré au maître d'ouvrage. C'était 3,5 millions
en sortie uniquement coût travaux, sans les honoraires ni archi ni bureau d'études, enfin juste en coût travaux, mais comprenant la prise en main du site jusqu'à la fin, c'est-à-dire inclus dépollution, installation, enfin tout le confondu, quoi, de la dépollution au terrassement, en passant par les fondations, tout jusqu'à la poignée de porte. Et le dernier détail, c'est coûté 3,5 millions pour 1000 mètres carrés. Mais quand même, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu le coût donc de cette dépollution et une accessibilité aussi extrêmement compliquée, parce qu'en fait, il y a la voûte en fait de la petite ceinture, donc on a dû aménager la petite ceinture comme voie de chantier. Enfin bon, ça a été, c'est pas un accès facile de chantier, c'est un accès compliqué, parce qu'on a dû aménager 200 mètres linéaires de petite ceinture pour que les camions puissent livrer toute la structure bois et puis réaliser les fondations aussi. À partir de là, en fait, on a fait une rampe. Enfin, c'était vraiment galère de l'accessibilité chantier. Et du coup, ma troisième question qui va peut-être vous embêter, mais le projet est vertueux avec un coût de construction qui est quand même assez important. Et comment vous imaginez à plus grande échelle réaliser des projets de la sorte avec des coûts qui seront forcément élevés, qu'un maître d'ouvrage ne pourra pas tenir, quoi? En fait, ce qu'il faut voir, c'est de quel coût on parle, parce que c'est vrai qu'il a coûté un peu cher à la réalisation, quand bien même le maître d'ouvrage le porte. Enfin, je veux dire, c'est un bailleur social tout petit. Enfin, ils avaient 80 logements, donc c'est vraiment un mini bailleur social. Pour eux, on est en contact encore régulièrement avec eux parce qu'on on travaille juste à côté, on va souvent au restaurant, et puis on continue de suivre la vie de la ferme. C'est un projet qui marche bien, qui est rentable, ils ont un modèle économique qui fonctionne entre les logements, le restaurant, les loyers et tout ça, ça marche bien. Et ensuite, de quel coût on parle? Parce que si c'est le coût pour le maître d'ouvrage, là, en l'occurrence, on lui a pas mis le couteau sur la gorge, il le supporte. Il n'a pas de mal à le supporter. Et ensuite, il y a quand même des externalités, pour la santé des personnes, pour le climat, pour les liens qu'on recrée. Enfin, tout ça aussi, c'est un coût en fait qui n'est pas comptabilisé. Et je pense qu'on est bien meilleur aussi sur l'autre manière de compter les choses. Aussi, et nous on ne travaille que de cette manière, et les maîtres d'ouvrage nous suivent, et on manque vraiment pas de travail. Donc je pense que c'est peut-être une manière aujourd'hui qui est c'est un peu plus gourmand financièrement sur le moment, mais de toute façon, c'est une manière de faire qu'on va devoir aussi intégrer. C'est plus possible de continuer à construire en béton, à tirer l'arigot comme on l'a vu. Donc il faut qu'on prenne le pli et qu'on change nos pratiques. Effectivement, avec des structures de ce type-là, le coût de fonctionnement est souvent bien plus faible que dans des vieux bâtiments en béton. Oui, bien sûr. Notamment, ne serait-ce que l'énergie pour maintenir les locaux à bonne température. Oui, sur des plans de financement que ça soit en été, à 20 en hiver, ans, ils rentrent dans leurs frais. Parce que j'imagine même que le confort d'été est intéressant. Oui, le confort d'été, oui, parce que après, je suis pas trop rentrée dans le détail du confort d'été, mais effectivement, on a toutes les coursives, les occultations aussi. On a vraiment travaillé la question pour que ce soit confortable aussi en été. Et justement, ce que vous disiez, madame, par rapport à la perspirance de la paille. La paille, en fait, est perspirante, donc ça veut dire qu'elle laisse passer, elle laisse aussi des échanges d'air se faire. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est le déphasage, c'est-à-dire que le chaud en hiver va mettre du temps à aller vers l'extérieur, et le froid et le chaud en été va mettre du temps à aller à l'intérieur. Donc en fait, il y a un déphasage de 12 heures en fait qui permet de garder en fait une fraîcheur l'été, une chaleur l'hiver à l'intérieur du bâtiment. Donc ça, c'est très intéressant. Bonjour, moi j'ai une petite question, j'ai du mal à comprendre. Pour un bâtiment comme celui-ci où vous avez utilisé beaucoup de matériaux de réemploi, comment ça se fait que le coût, quand vous dites un coût élevé, sur bâtiment, j'imagine que vous parlez en proportion par rapport à des bâtiments type béton.
comme on peut faire couramment. Comment ça se fait qu'en utilisant même des matériaux de réemploi, donc faible coût, j'imagine, comment ça se fait que justement les prix soient encore plus élevés que d'habitude? Déjà, il y avait cette question d'accessibilité, donc du chantier, comme je l'ai évoqué, qui coûte. Et puis de construire en structure bois, ça coûte plus cher que de construire en structure en béton. Donc voilà. Le mur, en botte de paille, on met plus de temps en fait à le faire. Donc même si la paille coûte moins cher, en fait, on a mis plus de temps, donc il coûte plus cher qu'un mur en polystyrène. Le carrelage, ça a coûté plutôt moins cher, mais le tapis qu'on a vu en bois, ça c'est bon, il est tout petit, hein, donc c'est pas ça qui a fait exploser le budget, mais bon, ça coûte cher, c'est du temps de travail en fait. Là où on passe plus de temps, c'est un peu plus cher en fait que le matériau. Donc je pense que c'est surtout ça. Et puis d'utiliser des matériaux biosourcés, de réemploi, c'est vrai que le coût du bâtiment ça sort plus cher, même si sur certains postes on arrive à être plus compétitif. Si on pourra peut-être le voir tout à l'heure, mais quand on réutilise des matériaux qui sont déjà là dans le bâtiment, on va faire quelques économies, mais c'est vrai qu'en général, sur la globalité, on sort un coût au mètre carré qui est plus cher. C'est pas si paradoxal parce qu'en fait, on met il y a plus de main-d'œuvre, ouais. Il y a plus de main-d'œuvre, en fait, on paye plus les hommes que les matières, en fait, les matériaux. Et c'est vrai qu'il faut se dégager un petit peu du coût juste immédiat, parce qu'en fait, il y a quand même une répercussion à long terme qui est beaucoup plus favorable et qui coûte beaucoup plus cher. Enfin, tout ce qu'on va essayer de réparer par la suite va coûter beaucoup plus cher que juste, en fait, l'investissement au départ. Nous, on travaille avec des maîtrises d'ouvrage publiques, donc qui travaillent en fait pour le bien commun, et donc c'est vrai que des maîtrises d'ouvrage publiques engagées dans le bien commun n'ont pas non plus trop de réticence à investir un petit peu plus au moment du projet pour ensuite savoir qu'elles récolteront les fruits à long terme parce que ce sera plus intéressant. Déjà, un locataire qui a pratiquement pas de facture de chauffage, c'est un locataire qui reste, un locataire qui va payer son loyer. Tout ça c'est un exemple tout bête, mais qui marche vraiment. Oui, puis c'est un travail plus valorisant qu'un poseur de produits industriels. C'est ça. C'est parce qu'il y a aussi je pense que ça, c'est aussi une qualité de ce genre d'intervention, c'est qu'on est obligé de s'adapter. On revient en fait à l'artisanat, d'avant-guerre, on va dire. C'est vraiment une autre manière de repenser le travail. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose que dans nos domaines différents, on revisite. Tout à fait. Ça fait une bonne transition sur le projet d'après, en fait, où on a vraiment, pour le coup, donc c'est juste aussi à côté de l'agence, c'est juste après ou un peu concomitant au projet de la ferme du rail, où donc on a réalisé pas mal de choses dans la foulée, parce qu'on avait déjà entamé cette réflexion à la ferme. Donc c'est une petite maison qui est l'ancienne maison des canaux au bord du canal de l'Ourcq, donc juste à côté de l'agence qu'on a réhabilité. Donc là, aucun matériau devait venir de moins de 30 km, de plus de 30 km du site. Et c'est vraiment, là, c'est la carte des acteurs. Donc, la ferme du rail, qu'on a vue, elle est là, on la voit là, la ferme du rail. Et donc, on a fait vraiment avec des acteurs locaux. C'était un marché de conception-réalisation, donc c'est un marché public qui demandait donc à l'appel d'offres d'être un groupement d'architectes et d'entreprises. Donc là, ce cadre en fait nous a permis d'avancer vraiment main dans la main avec les entreprises justement sur une démarche artisanale en fait de la chose, et grâce aux compétences des entreprises, donc on a pu solliciter dès les études, on a réussi à mettre tout ça en place. Donc là, c'est la structure en fait d'un bâtiment donc a été démontée, dont on s'est servi pour faire la structure de la terrasse.
donc avec l'entreprise General Metal. Donc ici, en fait, on voit la structure du bâtiment qu'on voyait tout à l'heure en photo, qu'on a réussi donc à mettre au sol, juste posé. Donc, sur le quai du canal de l'Ourcq, ça permettait donc de pas avoir de fondation, d'être juste posé, donc d'être très respectueux et hospitalier donc par rapport au sol. Donc c'est une structure qui est surdimensionnée, justement pour avoir toute l'assurance que ça tiendra le poids des personnes, donc pour ce qui va devenir une terrasse ombragée, parce qu'en fait l'idée, donc cette maison aujourd'hui, c'est la maison de l'économie sociale et solidaire. Ils reçoivent, donc ils font des conférences, reçoivent des personnes autour du thème donc de l'économie sociale et solidaire. Il fallait aussi rendre accessible aux personnes à mobilité réduite le bâtiment et créer cette terrasse, en plus de faire la restructuration à l'intérieur. Donc la création de cette terrasse a aussi été l'occasion donc de réaliser plusieurs chantiers apprenants. Donc le chantier a été un moment donc de formation autour donc de la pierre sèche, du bois et du textile. Donc là pour l'atelier donc maçonnerie circulaire, donc on a réutilisé les pierres donc de la ville de Paris dont on parlait tout à l'heure pour la ferme du Rail, pour réaliser donc une calade et des murs en pierre sèche. Donc là on voit Yvan qui est un murailler donc pierre sèche d'Ardèche qui est venu former là on voit donc des étudiants en architecture et aussi travailler donc des personnes en insertion sur la réalisation de murets en pierre sèche. Donc là, c'est le moment donc de la réalisation de la calade, donc tout le sol, donc l'accès pour les personnes à mobilité réduite en pierre. La Lucie donc est en train de poser donc tous les pavés sur lit de sable, donc ce qui permet aussi, comme c'est de la pierre sèche, il n'y a pas de ciment, ça permet aussi d'être démonté. Enfin, c'est aussi intéressant dans le cycle de vie là. J'en ai pas trop parlé, mais de toute la démontabilité, c'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup, de pas avoir de matériaux de colle, pas trop de colle, pas de ciment, pour que on puisse aussi démonter le jour où on le souhaite l'ouvrage et récupérer les matériaux. Là, c'est un petit peu un exemple isolé. Ce sont mais j'en parle quand même parce que c'est intéressant. Donc, c'est Bego, une entreprise qui intervient lors de la démolition de bâtiments pour récupérer donc des dalles en béton, des portions de dalles en béton et réaliser donc des dallages avec. Donc là, c'est de la dalle en béton poncée, huilée. Ça fait des très jolis revêtements. On a réutilisé donc de la laine minérale de réemploi pour réaliser l'isolation par l'intérieur du bâtiment. À Paris, il y a pas mal de bureaux donc qui sont démontés, donc on a eu la possibilité donc de récupérer de la laine minérale la laine minérale. Donc c'est pas un isolant qu'on achète, enfin on l'achète jamais, mais là comme c'était sous la main, on l'a posé. Et on a fait donc parce que on avait un challenge un peu, il fallait faire l'isolation des bureaux qui restaient en site occupé, donc on pouvait pas utiliser donc d'isolant biosourcé parce que ça réagit mal au feu, parce qu'on pouvait pas mettre de plaques de plâtre devant. Enfin, je rentre un petit peu dans les détails. Et du coup, plaque de plâtre veut dire bande, veut dire ponçage, veut dire poussière et tout ça. Donc, ce qui n'était pas envisageable dans les bureaux. Du coup, on a mis cet isolant en laine minérale, doublé donc de moquettes de réemploi et recustomisé donc par les résilientes qui ont répondu donc en conception-réalisation avec nous. Les résilientes dont on a parlé tout à l'heure, qu'on fait les stores en bâche à la ferme qu'on n'a pas posé. Donc, on recustomisé cette moquette avec des coutures, voilà, pour donner un aspect donc plutôt de tapisserie, de tenture sur les murs, voilà, de manière contemporaine. Avec les résilientes, donc ça c'est tout le travail sur le textile circulaire. Donc la grande salle de la Maison des Canaux. Dans le programme, en fait, ils nous avaient demandé d'avoir la possibilité d'avoir une grande salle et à la fois plusieurs petites salles. Du coup, on a travaillé sur des systèmes de cloisons
textile modulaire, donc qui se lève et qui se baisse grâce à ces systèmes. Donc ça c'est du neuf de métal inspiré un peu des portes de garage, et grâce à du textile glané, donc de couleur bleue, parce que c'est la demande donc de la Maison des Canaux de rester dans du bleu, recousu en carré, voilà, tout ça aussi avec des personnes en insertion. Nous, on a travaillé sur le concept général, et elles ont vraiment réalisé, imaginé tout le détail. Ça permet de repartitionner l'espace. La terrasse de la Maison des Canaux est une terrasse qui s'ouvre et qui se ferme. En fait, ça, c'était demandé dans le programme. C'est pas une terrasse qui est tout le temps ouverte. Donc, le jour ou quand il y a des événements, c'est ouvert, et la nuit, c'est fermé. Donc là, c'était tout un atelier donc de macramé géant qui a été fait donc avec Laurentine Périllou, qui est une artiste qui travaille autour du macramé. Et du coup, voilà, là, c'est un grand tissage pour fermer les grandes portes battantes avec de la corde d'escalade. Donc, c'est des rebuts des salles d'escalade qui utilisent beaucoup de cordes parce qu'en fait, elles s'abîment vite, et il faut garder un niveau de sécurité élevé. Donc, ils les changent très régulièrement pour prendre aucun risque pour la sécurité des personnes. Et nous, on les a récupérés donc pour faire cet habillage-là de macramé géant. C'est des gaines de ventilation. En fait, on a fait tout un travail sur la ventilation naturelle. Donc là, c'est les gaines de ventilation que nous avons réalisées chez Grand 8 en papier cuisson. Donc voilà, ça c'est tout le projet en ventilation naturelle. Là, pour continuer donc sur le textile, tous les stores, donc les stores extérieurs, ont été faits à partir de toiles de montgolfière. Donc sur le code couleur de la Maison des Canaux, donc on a récupéré les couleurs qui allaient bien à la Maison des Canaux pour réaliser les stores à partir de toiles de montgolfière. Le mécanisme est neuf et les toiles sont réemployées. Donc là, c'est la menuiserie circulaire. Donc à partir de ces portes qu'on voit là, donc sur l'image du bout, qui ont été totalement démontées, les différentes parties ont été récupérées. C'est du chêne, si mes souvenirs sont bons. Le bois a été caractérisé, donc les grandes longueurs ont été utilisées pour la terrasse. C'est les petites longueurs ont été utilisées pour faire le treillage. Donc, comme la terrasse devait être fermée, on a proposé donc de faire ce treillage avec les petites longueurs, en fait les traverses des portes, avec l'atelier donc à travers fil. Et ensuite, là c'est les petits rebuts, en fait, pour montrer que à quel point les artisans étaient jusqu'au boutiste et inventifs. En fait, les petits morceaux de bois ont été récupérés pour reformer en fait une mosaïque au sol dans la salle. Comme il y avait un petit bout de mur porteur démoli, ça laissait un trou à côté de la mosaïque, les sols qu'on a conservés. Et du coup, l'atelier rare a reformé la mosaïque avec les tout petits morceaux de bois qui leur restaient. Donc voilà pour le projet de la Maison des Canaux. Est-ce qu'il y a d'autres projets que vous avez entièrement réalisés à partir de rien En construction, vous voulez dire ? Oui, c'est ça. Non. En fait, on se dit pas qu'on construira plus jamais. Il y a des moments où c'est utile de construire, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on réfléchit en fait aux appels d'offres auxquels on répond, et on répond pas sur les appels d'offres de construction lorsque ça nous paraît pas approprié de construire. La première chose serait de réemployer les structures, parce qu'en fait la structure, on l'a vu tout à l'heure aussi avec le graphique sur la courbe, le béton, en fait l'impact du béton sur notre environnement est énorme. Donc on essaye au maximum de réhabiliter et voilà, de réutiliser, réemployer et d'utiliser ce qui est déjà là. Ouais. Les artistes avec qui vous travaillez, ou les gens extérieurs, c'est vous qui les contactez ou c'est eux qui viennent vers vous ? La plupart du temps, c'est nous qui les contactons. Oui, c'est plutôt nous, parce qu'en fait, on a
on a des demandes et du coup on va les voir pour leur faire part de notre projet et voir si on peut imaginer des choses ensemble. Moi, j'aurais une question par rapport. Vous avez parlé de la laine minérale de réemploi, du coup, Ouais. pour l'isolation. Et ensuite, vous avez revêtu d'une moquette, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est une moquette particulière ou pas du tout? Non, c'est une fin de stock en fait enfin c'est une moquette qu'elle est partir à la poubelle et juste qu'on a récupérée. D'accord. Et j'ai une autre question par rapport à ça, du coup, c'est parce que vous avez parlé d'avoir utilisé de la moquette pour ne pas avoir de poussière, mais est-ce que la moquette n'aspire pas de poussière ou quoi? C'est une moquette qui est très rase, hein. Elle est pas, enfin c'est pas un gros textile, voilà. Bon après il y a un entretien, mais elle est vraiment, enfin je pense pas qu'elle absorbe beaucoup de poussière parce c'est comme un petit poil tout ras quoi. Il est pas, je pense que ça va aller. D'accord, merci. Je passe au projet de Senlis, ça vous va? Du coup, là, je vais vous présenter donc ce projet qui est un projet donc à l'inverse de la maison des canaux, qui est un projet on a poussé très loin le réemploi parce qu'on peut et même la recherche des matériaux parce on a vraiment cherché des matériaux à pas plus de 30 km où il y avait vraiment l'objectif, c'était 100% réemploi, mais on pense qu'on est allé à peu près à 70% du réemploi. Je vous ai pas tout montré, mais c'est vraiment quelque chose où on est allé vraiment loin. Un projet sur lequel on est allé très loin. En plus, comme on avait les entreprises en conception-réalisation, c'est particulier. On a vraiment pu travailler tous les détails avec les artisans, donc ce qui est pas forcément le cas, ce qui est jamais le cas en fait en marché public, ce qui est rarement le cas en marché public. Et pour le coup, le projet de Senlis, c'est un projet plus simple. C'est un bailleur social classique, donc la SAHLM de l'Oise, qui est là, avenue Gambetta, juste à côté à Beauvais. On a répondu à l'appel d'offres. On a été retenu donc pour la réhabilitation de 18 logements. Donc c'était pas 18 logements au départ. En fait, c'est une caserne militaire qui a été réhabilitée en 18 logements, de manière assez innovante parce qu'il y a aussi des colocations louées à des étudiants. Donc on a beaucoup de T2, donc c'est ce qu'on a en vert là, on a juste un seul T2, un seul T1, mais beaucoup de T2 et au deuxième étage, au dernier étage, on a 2 grandes colocs, donc 2 T6. Plus des locaux communs, donc on a un petit local commun au rez-de-chaussée, on a une buanderie aussi. Donc là, c'est l'état existant ici, l'état projeté là. Voilà, c'est un bâtiment qu'on pourrait trouver un petit peu partout, sur lequel on a essayé de développer des choses complètement reproductibles. Donc dans notre manière d'aborder le projet. Pour ça, on a déjà réutilisé, réemployé la structure. C'était pas très compliqué, c'était un bâtiment existant, donc on a réemployé la structure qui est une structure béton qui a des avantages en fait sur le confort si on sait bien s'y prendre. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire donc un manteau à l'extérieur du bâtiment. Donc ça, c'est pas du réemploi, mais il y a des matériaux biosourcés parce qu'en fait, il y a de la paille de chanvre, donc qui vient de pas très loin de Senlis, mélangé à du plâtre et de la chaux, donc qui viennent de Montmorency. Donc c'est pas très loin non plus, avec un enduit traditionnel de Montmorency. Donc, grâce à ça, en fait, on donne une bonne isolation au bâtiment. Et le béton, en fait, va permettre d'avoir une très bonne inertie. Du coup, quand il prendra le frais en été, en fait, on le voit quand on marche sur un sol en béton. S'il prend le chaud, et pendant longtemps, il va rester chaud. S'il prend le froid, et pendant longtemps, il va rester froid. Donc là, c'est pareil. Avec un bon usage du bâtiment, c'est-à-dire qu'on ferme les volets quand il fait chaud, on garde le frein à l'intérieur et la nuit, donc le béton continue à irradier de la fraîcheur, ce qui sera très confortable.
Et donc ensuite, on a donc là on voit donc la mise en place donc de l'enduit donc par les artisans. Là, on voit encore que la main de l'homme en fait a une place importante sur le projet. Et c'est vrai que là, c'est des techniques en plus très traditionnelles. Là, c'est des personnes originaires donc des Carpates et qui ont un savoir-faire aussi dans leur région d'enduit et de techniques traditionnelles. Donc c'est aussi une manière de rapprocher les cultures. Comme ça, c'est assez intéressant. Et on a développé donc plusieurs postes en réemploi que le maître d'ouvrage, donc la SAHLM, pourra s'emparer et reproduire. On a cherché la reproductibilité. Ils peuvent vraiment s'en emparer et le reproduire sur beaucoup de leurs projets. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a réutilisé des radiateurs qui étaient sur place, donc des radiateurs en fonte qu'on a conservés, qu'on a réemployés, qu'on a un peu customisés aussi, vous verrez. Les lavabos existants aussi, on les a conservés, nettoyés. Voilà, ils sont très bien, ils sont faits peau neuve. On a réemployé les tasseaux de bois, donc de la couverture, les lithos. La moquette, en fait, on avait de la moquette donc de fin de chantier. Il restait des cartons de moquette, un peu comme les cartons de carrelage. Donc, plutôt que d'être jetés, une entreprise nous les a donnés. Pareil pour le carrelage. Donc là, on voit donc toute la toiture. Donc les lithos ont été remplacés parce que on a fait une belle isolation thermique du toit. Donc on a réemployé tous ces beaux petits tasseaux pour faire le faux plafond. Donc là, l'entreprise aussi, c'est intéressant parce que du coup, les entreprises mettent du jus de cervelle dans tout ça et c'est très bien. Donc l'entreprise, le Patrick, donc a eu la bonne idée de se faire un petit guide pour réaliser les faux plafonds. Donc il est allé super vite grâce à ça. Et donc, à la fin, ça donne des plafonds, des circulations, en fait, un peu vivants grâce aux tasseaux, en fait, qui sont pas tout neufs, qui sont un peu patinés. Et ça donne une âme à la circulation. Le carrelage, donc là, c'est l'entreprise Cobat qui a profité du chantier pour vider son stock dans son atelier, donc il nous a tout donné. Et donc comme sur le projet de la ferme, on a fait pareil toutes les salles de bain différentes, mais avec un guide commun, c'est-à-dire qu'on avait toujours ce dessin, voilà, tous les murs ici, là, 1,20 m, là, toute hauteur, voilà, des choses très simples à suivre, mais ensuite on disait, bon, bah voilà, là, c'est tel carrelage, là, c'est tel carrelage, là, c'est tel carrelage, avec les lavabos, donc on a déposé, et les radiateurs aussi, les radiateurs existants qu'on a déposés. Donc ici, on voit les petits radiateurs, les bébés radiateurs, on en a fait des sèche-serviettes. Et les gros radiateurs, en fait, ont été coupés en deux parce que comme on a réduit par deux, en fait, les consommations du bâtiment, on n'avait plus besoin d'aussi gros radiateurs. Donc, chaque radiateur a été partitionné en deux. Donc, il en reste pour le maître d'ouvrage qui pourra mettre dans d'autres bâtiments. Donc là, on voit les photos donc des salles de bain qui sont identiques, mais pas pareilles, en fait, parce que du coup, le carrelage est différent. Et là, par exemple, c'est une douche. On a dit au poseur, bah, vous faites ce que vous voulez dans la douche. Et du coup, il a fait un beau damier noir et blanc. Donc, c'est aussi voilà, le moment, comme je disais tout à l'heure, que l'entreprise se saisisse en fait des sujets. Voilà pour le projet de Senlis. Si vous avez des questions, je les prends. Donc vous aviez dit que vous aviez réutilisé les vieux radiateurs et que vous les aviez coupés en deux pour du coup moins consommer au niveau énergétique. Mais du coup, est-ce que ça aurait pas été plus pratique et même peut-être plus rentable du coup au final d'utiliser des radiateurs plus neufs qui consomment moins déjà de base et ensuite pour réduire encore les consommations? C'est pas la taille du radiateur en fait qui change la consommation parce qu'on va lui demander d'aller à 19 degrés dans la pièce et il va s'arrêter, enfin il va chauffer juste ce qu'il faut pour qu'on ait 19 degrés dans la pièce. Donc les radiateurs en fonte sont d'excellents radiateurs.
Et on a la chance en fait d'en avoir beaucoup, donc c'est dommage ils s'entretiennent vraiment super bien. Vaut mieux les garder. Mais enfin, on fait quand même quelques petits travaux, donc on fait un désembouage qui permet d'enlever toute la crasse à l'intérieur. Ensuite, ils sont mis en eau pour voir s'il y a des fuites éventuelles ou pas. S'il y a des fuites, ça se répare. Et ensuite, ils sont partis en cabine et on les a laqués. Bon, allez, le 4e projet. Alors du coup, je pensais pas qu'on irait jusque-là, mais c'est très bien. Donc ça, c'est un petit projet encore assez particulier, donc qu'on fait à Paris en ce moment. C'est un projet pour donc la bagagerie solidaire du 14e. Donc c'est une association qui nous a demandé de travailler pour eux pour une bagagerie solidaire, c'est-à-dire que c'est un endroit qui accueillera des SDF et du coup, ils laissent leurs bagages dans des casiers. Ils peuvent s'occuper aussi de leur linge, pas le nettoyer, mais ils peuvent le replier, le repriser éventuellement. Il y a aussi un petit café, un coin un peu chaleureux, peut-être une aide aussi à chercher des choses sur Internet. Il y a un petit coin ordinateur s'ils ont besoin de chercher des choses. Donc avec pas mal de modénatures intéressantes sur la façade, architecturalement très intéressant, mais à l'initiale extrêmement abîmé. Donc on a eu beaucoup de travail sur ce bâtiment. Et ça a été aussi l'occasion, donc on avait besoin de faire une extension parce que le bâtiment n'était pas assez grand. Donc on a fait une petite extension pour la salle des casiers. Et c'est un projet donc, sur lequel on a fait un chantier participatif. Donc on a fait un chantier participatif autour donc de la charpente. Et c'est une charpente, donc la charpente de l'extension. Et la charpente de l'extension a été faite entièrement en bois de réemploi. Donc c'est du bois de réemploi. En chantier participatif, donc par des personnes qui ne connaissent pas la charpente, donc ont été formées. Donc là, c'était surtout des étudiants en architecture et sans outils. Donc tout à la main, avec des assemblages à la mano. Donc là, bon, c'est une femme donc qui a participé au chantier, qui a fait des petites illustrations super sympas. Et donc là, donc on voit le plan d'exé donc de la personne qui a encadré le chantier participatif. Donc il s'appelle Jessie, donc le charpentier volant, donc qui a fait le plan d'assemblage de charpente. Donc ça montre encore les interactions en fait entre les entreprises et nous, et c'est vraiment un magnifique dessin. Et donc il y a à la fois du bois super vieux. Je crois que le plus vieux bout de bois, je crois qu'il avait comme 150 ans, et un bois tout jeune. Et ils ont été assemblés en plus ensemble. Donc c'est vraiment très joli comme histoire. Et là, on voit donc le détail de réalisation sur le chantier, donc qu'avec des assemblages en bois. Là, c'est la charpente vue de loin une fois montée. Donc le dessin que vous avez vu là-bas, il se retrouve ici. On a aussi refait donc l'isolation intérieure. Là aussi, donc vous reconnaissez Lucie, peut-être que vous avez vu sur une photo tout à l'heure. Donc là, c'est l'entreprise donc Travail et Vie, donc avec donc toujours les personnes en insertion. Là, c'est une isolation terre-paille à l'intérieur, donc c'est de la paille mouillée dans la terre, coffrée en isolation intérieure, qui va être recouverte ensuite d'un enduit de terre. Donc tout ça, ça peut être fait avec des personnes donc non sachantes, mais encadrées, et ça permet donc d'être formé comme on disait tout à l'heure sur les autres projets. Là, c'est le travail donc avant-après qui a été fait sur le ravalement extérieur. Donc là, on a une isolation intérieure, puisqu'évidemment, on ne pouvait pas faire d'isolation extérieure vu la qualité de la façade. Et donc, ça a été tout rénové là en plâtre. Bon, là, c'était pas en insertion, il faut avoir quand même pas mal de bouteilles pour faire ça. Ils ont donc tout rénové en plâtre de Montmorency, comme on a vu tout à l'heure, avec pareil, un mélange plâtre chaud. Et donc recréer les petits médaillons troubadours. Enfin, pas recréer parce qu'ils étaient déjà là, mais prendre soin en fait de tout ce patrimoine qui était tombé un peu à l'abandon. Et voilà. En fait, je m'y attendais pas, mais c'est fini. Les marques de charpente que vous aviez sur les... Ouais. Ce sont les marques existantes ou c'était des Non, nouvelles marques? C'est celle du charpentier, du charpentier qui a réemployé. Ouais.
Parce qu'on a fait une visite récemment sur Beauvais, je ne sais pas si parmi vous, certaines personnes étaient présentes, où on a parlé des maisons à pans de bois, en fait. Et finalement, on revient dans ces techniques qui étaient et où déjà à l'époque, on réemployait, enfin, on changeait une pièce de bois parce qu'elle était défaillante et on retrouvait un morceau ailleurs. Donc, je dirais, on retrouve en fait des pratiques et c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, tout à fait. C'est pas ancien en fait, c'est vraiment depuis 1950 qu'on a changé un petit peu la manière de faire. Le réemploi, en fait, on parle de techniques innovantes, mais c'est pas du tout innovant. Enfin, c'est juste de faire, de se rappeler comment on faisait il y a 70 ans, c'est tout. Avant le début de la courbe folle. Les ateliers de formation que vous proposez sont intégrés dans la démarche? Ce sont des choses que vous faites en même temps que le chantier? Ouais, c'est des choses qu'on fait en même temps que le chantier. Bah là, sur la Maison des Canaux, ça faisait partie d'un cycle qui s'appelle Les chemins du bâtiment circulaire. Donc, on a fait ça en partenariat avec la ville de Paris, Ecopolis, la Maison des Canaux. On va essayer de le refaire là sur un autre chantier, donc pour un bailleur social à Paris, Paris Habitat, pour la pierre aussi, pour la pierre sèche, refaire un cycle de formation sur la pierre sèche. À Troubadour, c'était un chantier participatif, donc c'est pas tout à fait la même chose en fait. C'est un moment ouvert à tous. Bon, à partir du moment où on adhère à l'association, parce qu'il faut quand même un cadre assurantiel. Mais ça faisait pas partie d'un cycle de formation particulier. C'était vraiment ouvert à tous. Parce que c'est une question qu'on se pose vraiment aujourd'hui, en fait, pour réutiliser, réemployer. Enfin, c'est aussi retrouver quelquefois des techniques anciennes. Vous parliez tout à l'heure des techniques spécifiques du plâtre. On sait qu'effectivement, là aujourd'hui, ces métiers-là sont des métiers qui sont de plus en plus rares. À Senlis, là, par exemple, on a rencontré une entreprise super qui travaille sur les monuments historiques et qui a fait l'enduit extérieur. Mais Jean-Louis qui a fait l'isolation, le plâtre à Pavillon Troubadour, on avait déjà travaillé avec lui. Et c'est vrai que depuis, moi, ça fait longtemps que je pratique et c'est vrai que on a notre carnet d'adresses. Après, on répond souvent à des appels d'offres publics, donc faut toujours répondre à l'appel d'offres et il y a quand même le jeu de la commande. Donc, c'est pas dit que les entreprises qu'on connaît vont avoir le marché. Hein. Faut quand même répondre dans les clous. On a reçu la semaine dernière, en fait, la Maison Paysanne de France, enfin le président des Maisons Paysannes de France. On est vraiment dans les mêmes démarches. Hein, et je ne sais pas si vous les côtoyez ou si vous avez des rencontres avec eux sur vos chantiers. Je lis le Maison Paysanne de France, mais non, je les connais pas. Mais c'est vrai que c'est une super revue. Et qu'on aime bien. Parce qu'il milite notamment sur en fait, les constructions d'avant 1948, sur la manière de les conserver. Et je pense une des interpellations qu'on avait, c'était aussi de se dire qui on a encore comme entreprise pour pouvoir intervenir sur les constructions anciennes. Et c'est pas forcément si facile que ça. Non, mais je pense que ça revient en fait beaucoup, même chez les jeunes. On l'a vu là, sont très intéressés. Peut-être que notre génération, c'est un peu plus vide, mais le côté jeune, en fait, dès qu'on fait un chantier participatif, ils sont là, enfin, ça les intéresse, donc il n'y a pas de raison que ça ne suive pas non plus dans l'artisanat, au contraire. Hein. Je pense qu'il y a pas mal d'étudiants architectes qui se dirigent plutôt vers la charpente. Je me fais pas de soucis de ce niveau-là. Tout à l'heure, vous avez parlé d'âme. Et je disais que vos constructions ont vraiment une âme. Ouais. Oui, mais de partir avec quelque chose déjà d'un peu usé, d'un peu patiné, ça change tout quoi. En fait, ça donne une couleur en fait qu'il n'y a pas. Et c'est vrai que le matériau parle pas, mais quand même en fait quand on voit sa patine, son usure, c'est quand même charmant. En fait, il y a quelque chose qui nous touche plus qu'un matériau tout neuf.
Oui, toujours pour revenir sur l'acte de création, finalement, le support sur lequel on l'exerce. On est quelquefois même plus créatif Ouais. quand on parle d'une base comme ça qui a ses contraintes et que l'on doit effectivement intégrer au nouveau projet. Oui, puis ça redéfinit aussi la place de l'architecte. Parce qu'en fait, on vient plus en tant que prescripteur à dire, voilà, vous mettrez ci, vous mettrez ça. En fait, c'est aussi se poser la question tous ensemble de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce bout de bois. Enfin, voilà, et remettre un peu du lien entre les artisans, les entreprises et nous, et plus non plus avoir forcément une descente pyramidale sur les entreprises, quoi. En fait, on va travailler plus chacun avec ses compétences et nous, on n'aura pas un dessin totalement figé. On va accepter de s'adapter en fonction du matériau qu'on trouvera au moment où on réalisera l'ouvrage. Hein, parfois, on n'a pas ça attend la fin pour avoir vraiment le matériau. Par exemple, sur Senlis, le tasseau de bois, j'avais pas imaginé en dessinant le détail du faux plafond que ce serait le tasseau de la toiture. Mais c'est quand je les ai vus tous déposés que je leur ai dit, ça, vous les jetterez pas. On va les garder et on va en faire le toit, on va en faire le plafond dans les circulations. Et puis là, ils m'ont tous regardé en me disant, mais elle est complètement folle, celle-là. Donc, le tas de bois est parti. Ils l'ont jeté et je leur ai demandé d'en trouver d'autres, en fait. Et comme hyper régulièrement, on rénove des toitures. Donc, à Senlis, il y avait un autre chantier. Donc, ils en ont ramené d'autres. Et ils l'ont fait. Et à la fin, ce qui était sympa, c'est qu'ils m'ont dit, ah oui, vous avez bien fait. On n'y croyait vraiment pas. Mais là, pour le coup, c'est descendu. C'est pas le bon exemple d'horizontalité, mais en tout cas, ils étaient contents du résultat et ils me l'ont dit. Donc, c'était chouette. Et dans le jeu toujours des acteurs, le bureau de contrôle, vous travaillez comment avec eux? Parce que ça demande des bureaux de contrôle avec aussi un esprit de création. Parce que, ouais. Là, ça dépend vraiment des sujets, en fait. Hein. On n'a pas une réponse standard parce que sur le plafond, par exemple, là, comme on est en deuxième famille de collectif de logement, on n'a pas d'exigence. Donc, il m'a dit, aucun souci, ça pose pas de problème. Mais de toute façon, on pose toujours la question. Et puis, parfois, en fait, faut un petit peu faire redescendre la soupape parce qu'en disant, on ne fait que réemployer un lavabo. Donc, faut pas non plus chercher trop de complications, en fait. Il est pas fissuré, il est en bon état. Enfin, il n'y a pas de raison qu'il se casse quand on se brosse les dents. Donc non, mais c'est aussi revenir à un dialogue de bon sens aussi par rapport à l'objet. On va pas dire qu'on va réemployer une porte coupe-feu, par exemple. On va pas démonter une porte coupe-feu pour la replacer. Ça, on le fait pas parce que c'est trop... c'est sujet, c'est trop sensible en fait. Et puis c'est la sécurité incendie. Enfin, on fait attention. On prend pas non plus des risques. On prend pas de risques en fait. Et on mesure les risques en fait surtout. C'est une question de gestion du risque et ça fait vraiment partie de la mission du bureau de contrôle. Donc et puis de réutiliser des choses. Qui existent déjà, c'est pas non plus tordu comme idée. Donc, est-ce que, par exemple, la réutilisation des tasseaux dans une pièce collective aurait été possible, dans un restaurant plutôt, pour casser le bruit? Ouais, il y a un matériau qui existe comme ça, qui est un matériau usiné en bois. Dont le nom de la marque m'échappe, mais ça existe, ça marche très bien. En fait, il y a un isolant aussi au-dessus il y a les tasseaux en bois, et au-dessus des tasseaux, il y a un petit isolant, et ça permet de faire la correction acoustique là, donc de la circulation. Mais ça pourrait être du restaurant ou du réfectoire. Mais dans ce cas-là, c'est à vérifier, mais je pense qu'il faudrait que le tasseau soit inifugé.
Donc qu'il soit trempé dans... Ouais, je pensais à ça, oui, parce que dans un couloir de passage, ça pose pas vraiment de problème. Ça mais pose pas de dans une problème pièce comme ça. dans le sens où on reste dans une catégorie d'immeubles qui est la deuxième famille collective. Et là, ça veut dire qu'on n'est pas haut. Enfin, c'est un petit bâtiment, il y a moins de 3 étages et tout ça. Donc, c'est vraiment un cas particulier où on n'a pas besoin d'inifugés. On n'a pas d'exigence au feu sur les matériaux. Mais sinon, il aurait fallu les inifuger. Moi, j'ai déjà travaillé avec ce type de plafond, mais du coup, là, pour le coup, il était neuf. Et à cette entreprise là qui le fabrique, mais c'est du bois inifugé, ouais. D'accord. Mais ça se fait, hein. Aussi des trempés au canot. On a trempé à la maison des canaux les tissus qu'on a utilisés pour la séparation des pièces et on l'a inifugé. Il a été trempé dans des bains pour avoir la tenue au feu. En tout cas, Merci merci beaucoup. Merci à vous.